Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de sport mécanique, pour parler des petits jeunes. Enfin, ils sont pas tous si jeunes que ça de la Formule 2. Hein. Le Giotto a 26 ans, Markelov c'est d'ailleurs 27 ou 28 dans cette catégorie. Mais on va parler donc, vous avez compris, de la Formule 2, de la première manche du championnat du monde de Formule 2 qui s'est déroulé du côté de l'Autriche pendant ce Grand Prix d'Autriche de Formule 1 sur le circuit du Red Bull Ring. Je voulais également vous informer, parce que je sais qu'on me l'a demandé plusieurs fois, est-ce que j'étais présent sur les réseaux sociaux, est-ce que je faisais des trucs sur les réseaux sociaux. Moi, les réseaux sociaux, il faut savoir que ça fait 35. Donc vous allez pouvoir me retrouver, malgré tout, j'ai décidé de faire un effort pour vous. Je mettrai donc toutes les vidéos sur mon compte Twitter, @mericolo, je vous le mets en bas pour que vous le trouviez dans la description. Je vous donnerai donc toutes les informations sur les vidéos qui sortiront, vous saurez tout. Et puis pendant les week-ends de Grand Prix, je ferai également des messages pendant que je regarde des courses pour vous donner mes impressions. Voilà. Donc petite nouveauté sur la chaîne, comme ça vous aurez un peu plus d'informations sur les vidéos et sur comment ça se prépare du côté des vidéos. Du côté de ce week-end de Formule 2, donc des courses très animées, on sentait que les pilotes avaient envie de se battre, un week-end où il s'est passé beaucoup de choses. Un pilote français, le seul de la catégorie, mais qui a été plutôt performant. Un pilote suisse qui s'est bien rattrapé, un Brésilien étonnant, voilà un petit peu comment résumer, et un Britannique en tête du championnat, voilà un petit peu comment résumer ce premier week-end de Formule 2 et beaucoup de problèmes mécaniques, ce qui je trouve est un problème d'avoir autant de problèmes mécaniques dans ce week-end. Markelov, Giuliano Alesi, Armstrong, Zhou, Gelael, Giotto ont eu des problèmes mécaniques. Je trouve que dans une catégorie où on essaie de mettre en avant les pilotes et donc de mettre en avant le pilotage, avoir autant de problèmes mécaniques, c'est un problème. Alors je ne sais pas si c'est dû aux équipes qui n'étaient pas assez préparées. Il y a en plus une nouvelle équipe et presque deux nouvelles équipes, on va dire, avec l'équipe de Giuliano Alesi également. On en reparlera un peu plus tard dans cette vidéo. Ou si c'est la voiture qui n'est pas assez fiable. C'est vrai que c'est une voiture qui a déjà connu énormément de problèmes depuis qu'elle a été introduite en 2018. Regardez par exemple le départ de la course de Bakou en 2018 avec tous ces soucis au niveau de l'embrayage. Alors l'embrayage a été réglé, mais peut-être que maintenant on a des problèmes mécaniques importants parce que Giuliano Alesi nous a fait une magnifique salade de bielle. Mais vu qu'on parle de Giuliano Alesi, on va tout de suite faire le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, il n'y a qu'un seul bleu cette année en Formule 2, mais on va en parler. C'est Giuliano Alesi. Giuliano Alesi, un week-end en demi-teinte. Il y a eu un magnifique haut et puis des bas assez importants. Il a fini... il a fait une très bonne course 1. Il a une qualification compliqué, 18e place en qualif simplement, mais il a eu énormément de problèmes de frein en qualification et il a quand même fini devant son équipier Artem Markelov, qui il y a quelques années était la valeur référence dans ce championnat de Formule 2, mais qui aujourd'hui, il faut le dire, n'est plus foncièrement un excellent pilote. Il est dans une équipe, encore une fois, qui est un petit peu nouvelle. C'est BWT HWA Raslab. J'ai dit toutes les lettres dans le bon ordre. Et c'est déjà quasiment presque un miracle. C'est en fait l'ancienne équipe Ardennes. L'année dernière, où il y avait Antoine Hubert notamment et Tatiana Calderon, qui n'est plus dans le championnat cette année. Cette équipe a changé de nom. Grosso modo, les équipes d'HWA participaient déjà avec Ardennes dans la fabrication, dans l'exploitation des voitures. Donc ça ne change pas énormément de choses pour cette équipe. Du côté de Giuliano Alesi, donc une superbe course 1 où il finit 6e malgré être parti 18e. Il a gagné au moins 4 ou 5 places rien que sur la phase de départ. Il a très très bien géré le départ dans le peloton, ce qui n'est jamais simple sur le circuit du Red Bull Ring. Ensuite, il a eu un très bon rythme de course. Il a eu de la chance quand même dans cette course 1. Il faut le notifier, c'est qu'il s'est arrêté extrêmement tard et il a profité donc un petit peu de la période sous safety car qui est arrivée en fin de course, parce qu'il s'est arrêté
10 tours quasiment après tous les leaders au stand. Allez-y, c'était au tour 25, voilà, donc oui, 10 tours, j'étais un peu méchant. Il s'est arrêté à 7 tours après Callum Elliott qui remporte la course, donc après les leaders. Mais cette stratégie décalée a fait que quand il y a eu le safety car, eh bien, il a fortement attaqué dans ses pneus ensuite en fin de Grand Prix et il a dépassé Matsushita. Et il a également dépassé qui était devant lui, c'était Drugovic également, et Louis Deletraz. C'est une belle bagarre avec Louis Deletraz. Je vous invite à regarder ce dépassement où il a été assez osé, mais ça s'est bien passé. En course 2, casse moteur dès le deuxième tour de course, donc là il n'y a pas grand chose à dire sur cette course 2. C'est dommage parce qu'il partait en pole position de cette course 2 et on ne saura pas ce qu'il aurait pu faire dans cette course 2. Du côté d'Alesi, donc du mieux par rapport à l'année dernière. Malgré tout, on attend énormément de lui. Je rappelle qu'il fait partie de l'académie Ferrari, qui a Mick Schumacher dans cette académie Ferrari et également Callum Elliott. Donc ça va pas être facile. Et Schwartzman, j'avais oublié Robert Schwartzman, et Marcus Armstrong, c'est vrai qu'ils sont 5 cette année. Donc la concurrence sera rude et il faudra qu'il montre de belles performances, allez-y, pour potentiellement, pourquoi pas, récupérer une place chez Sauber Alfa Romeo l'année prochaine en remplacement, pourquoi pas, de Kimi Raikkonen, qui, me semble-t-il, semble plus proche du départ que de continuer encore 3 saisons avec cette voiture. Du côté des pilotes au top, on va débuter avec le vainqueur de la course 1, le leader du championnat, même si le championnat est pour le moment très serré et on fera un point sur le championnat comme d'habitude en fin de vidéo. On commence avec Callum Elliott, le pilote Univertozzi, membre de la Ferrari Driver Academy, deuxième saison pour lui parce qu'il avait débuté l'année dernière chez Charouz Alfa Romeo, enfin Charouz Sauber Alfa Romeo, voilà. Du côté de Callum Elliott, un début de week-end pas loin d'être parfait. Très bon départ en course 1. Il prend vraiment le meilleur départ et il s'infiltre parfaitement bien sur ce premier départ où il fait vraiment la bonne opération. Ensuite, il profite des problèmes de Zhou, ce qui fait que ça l'aide énormément dans cette course 1. Il avait déjà fait une très bonne qualification en étant 3e à simplement 5 dixièmes, on va dire, de Zhou, mais qui avait explosé entièrement la concurrence sur son tour rapide. En course 2, par contre, ça a été beaucoup plus difficile pour lui. Je l'ai trouvé un petit peu timoré dans le peloton, Callum Elliott, ce qui fait qu'il finit 9e sans marquer de points, qui est un petit peu dommageable pour lui. J'ai trouvé un petit peu en dessous dans cette course numéro 2. Il a été longtemps bloqué derrière. Il a eu une grosse bagarre avec Matsushita par exemple, mais il n'a jamais réussi à s'en défaire. Avec Mazepin également, où il était souvent sous pression avec Mazepin, mais ça a quand même été une course un peu difficile pour Callum Elliott, qui n'a jamais réussi à trouver les opportunités de dépassement. Alors il n'a pas pris de risque, c'est vrai qu'il n'a pas abandonné, malgré tout il n'a pas marqué de points non plus, il n'avait pas un excellent rythme donc dans la course de dimanche. Malgré tout, ce mauvais résultat, il est en tête du championnat avec 23 points d'avance sur son équipier, avec 25 points d'avance sur Mick Schumacher notamment, avec par contre simplement 4 points d'avance sur Robert Schwartzman, qui a été un petit peu plus régulier sur le week-end. Donc on attend de voir ce que ça va donner Callum Elliott sur la suite de ses courses, mais c'est un pilote qui aime bien les circuits rapides parce que l'année dernière par contre on se souvient qu'il avait été très performant à Monza, où il avait réalisé la pole position, ça avait été même très émouvant pour lui de réaliser cette pole position après le week-end de Spa qui avait été très difficile avec l'accident de Juan Manuel Correa et Antoine Hubert. On passe au deuxième pilote au top. Vous avez deviné, c'est un pilote que j'adore. Le pilote russe Robert Schwartzman, champion l'année dernière de F3 en ayant réalisé une excellente saison et en ayant été le pilote Prema le plus régulier. Alors certes, l'année dernière, Prema dominé en F3, mais il fallait quand même réussir à dépasser Daruvala
et également le troisième qui était Marcus Armstrong, qui était peut-être des pilotes un peu plus expérimentés que lui. C'est une pépite, Schwartzman, soutenu à la fois par l'Académie Ferrari et par SMP Racing. SMP Racing qui avait permis à Petrov, par exemple, d'accéder à la Formule 1. Donc c'est une académie... une académie assez reconnue quand même en F2. Schwartzman, pas grand chose à dire. Troisième, quatrième, il n'était pas hyper rapide sur le week-end. Simplement huitième en qualification, mais ensuite il a profité des abandons de certains, des erreurs d'autres pilotes, et puis il a surtout marqué des points. C'est un pilote de toute manière, je le dis, mais Schwartzman, il m'avait impressionné l'année dernière en F3, c'est un pilote extrêmement intelligent qui gérait très très bien les courses 2 l'année dernière en F3, alors qu'il partait souvent dans des positions reculées. C'est peut-être pas forcément le pilote qui intrinsèquement a la plus grande base de vitesse. C'est pas forcément le pilote le plus rapide, malgré tout c'est le pilote le plus intelligent je crois aujourd'hui dans les catégories jeunes, et il nous l'a montré sur ce week-end autrichien. Il faudra faire attention à lui lors de la course du Grand Prix de Styrie, parce que ses performances devraient être un peu plus élevées je pense normalement lors du Grand Prix de Styrie, mais beaucoup de pilotes voudront se refaire après un premier meeting un petit peu difficile pour eux. On poursuit avec, et on termine ce débrief F2 des pilotes au top avec Marcus Armstrong. C'est frustrant pour Marcus Armstrong. Alors, c'est le pilote débutant qui m'a fait la meilleure impression sur ce week-end, malgré une qualification très moyenne, simplement 13e pour le pilote ART, mais il a fait des erreurs de pilotage lors de sa qualification et chanté qu'il pouvait gagner des positions. Ça a été le cas en course où il a été très très fort, très solide. Il remonte jusqu'à la deuxième place. Là aussi, avec une stratégie totalement décalée mais très ambitieuse, il s'est arrêté très très tôt. Il a changé, il a enlevé ses softs au bout de 10 tours de course seulement, alors que les autres pilotes se sont arrêtés quasiment 8 à 9 tours plus tard. Donc c'est dire la stratégie qu'il a essayé d'avoir. Mais ensuite, c'est un pilote qui a très très bien géré son train des pneus en conduisant, je dirais, presque calmement, en étant vraiment très doux avec sa pédale d'accélérateur. Il a aussi profité, comme allez-y, du safety car, sur les stratégies décalées, c'est vrai que ça l'a aidé. Mais ensuite, il fallait piloter convenablement, et c'est ce qu'il a fait. En course 2, il partait donc 7e sur la grille, et au bout de 2 tours, il était 3e, mais il a eu un problème moteur en piste, et puis en plus, il a eu un problème de coupure moteur au virage 1, il a essayé d'aller jusqu'au virage 3, d'aller un peu plus loin que le virage 3 et de s'arrêter en haut à côté du poste des commissaires, sauf qu'il n'a pas réussi à atteindre ce fameux virage 3 qui est en haut d'une côte. Donc il s'est retrouvé au milieu de la côte. Une monoplace n'a pas de frein à main, donc il a descendu la pente une fois qu'il avait plus de vitesse, ce qui était très dangereux sur la piste. Donc c'est dommage de la part de Marcus Armstrong, le Neo Z, mais c'est un pilote qu'on avait repéré déjà en F3, qu'on avait repéré en Toyota Racing Series, qui est un pilote qui, il faut le savoir, n'est pas un pilote qui a forcément énormément de moyens, qui avait commencé très jeune, lui en Australie, dans des courses de voitures de tourisme avec des GT86, des Toyota GT86. Donc c'est un pilote qui est forcément intéressant à suivre, Marcus Armstrong. Je veux le voir sur la suite de la saison, parce que l'année dernière, il avait presque été décevant à F3 par rapport au potentiel qu'on attendait de lui. Donc on essaiera de voir ce que ça donnera. Et puis je finis juste 10 secondes, parce que j'en ai pas parlé, mais je sais que certains vont me dire mais pourquoi t'en parles pas. Bon, personne ne me le dira, parce que ces débriefs F2 sont beaucoup moins suivis que les débriefs F1. Mais on va finir avec Felipe Drugovich, le Brésilien, que j'avais annoncé, pas forcément pilote exceptionnel lors de ma présentation de la saison, et il semblerait que peut-être je me sois trompé. Certes, l'année dernière, il n'était pas très bon en F3, il avait marqué que des points du côté du Hockenheimring, mais là, il faut le dire qu'il a fait une première manche très solide pour un débutant, et qu'il est deuxième au classement des débutants derrière Schwartzman, en ayant fini 8e de la course 1, malgré s'être qualifié deuxième sur la grille de départ, mais il a régressé en course, il a eu du mal à savoir à quel moment il fallait bien gérer les pneus, et puis il n'est pas dans la meilleure équipe au monde, il est chez MP Motorsport, qui est l'une des équipes qui a le moins de moyens. Mais en course 2, il est parti en pole position, il a réussi à gérer
3 périodes de safety car qui ont été assez longues. Et il a fait la course vraiment en briscard, sans jamais être inquiété de tout le Grand Prix, en faisant également le meilleur tour en course. Donc week-end très intéressant de la part du pilote brésilien, et on attend de voir ce que ça va donner sur les prochaines courses. On passe au bonnet d'âne pour finir. On va essayer d'aller rapidement sur le bonnet d'âne et de finir cette vidéo en moins de 20 minutes. On commence avec Jake Aitken. Pourquoi Jake Aitken? Tout simplement parce que Jake Aitken, il n'avait pas de rythme pendant tout ce week-end de course, malgré le fait que c'est un pilote qui reste dans la même structure qu'est Campos. Donc on s'était dit, peut-être que ça fait partie des pilotes qui pourraient jouer le titre, que Jake Aitken, en plus, a décidé de quitter la filière Renault et de rejoindre la filière Williams. On s'attendait un petit peu à mieux de la part de Jake Aitken chez Campos. Et heureusement qu'en course 2, il y a eu pas mal d'abandons pour qu'il prenne la 8e place, mais il n'a jamais eu un rythme exceptionnel pendant ce week-end en Autriche. Il faudra qu'il rectifie le tir très rapidement pour le Grand Prix de Styrie. C'est pourtant un pilote qui l'année dernière avait réussi des magnifiques coups d'éclat, par exemple à Bakou, mais sur d'autres courses où il avait été excellent. Irrégulier, par contre, ça avait été son gros problème, et ce qu'on lui reprochait un petit peu du côté d'Académie Renault par rapport à ce qu'avait fait le pilote chinois Guanyu Zhou. Mais du côté de Jake Aitken, simplement un point marqué sur le week-end pour un prétendant au titre. C'est quand même pas exceptionnel, surtout que lui, contrairement à d'autres pilotes, il n'a pas abandonné. On continue dans l'académie Renault avec Guanyu Zhou, le chinois, meilleur débutant l'année dernière, on se souvient, avec une magnifique 7e place au classement général, qui est un pilote qui est maintenant dans la shortlist des pilotes qui pourraient rejoindre Renault, même si depuis ce matin, je ne sais pas quand vous aurez cette vidéo, peut-être que l'annonce sera même déjà faite, parce qu'on nous dit qu'il y aura une annonce mercredi, donc cet après-midi, ou même ça s'est déjà déroulé, mais on nous annonce pourquoi pas Fernando Alonso en arrivant en provenance de l'IndyCar, et qui arriverait chez Renault en provenance, en arrivance. Jean-Michel Français. Donc du côté de Zhou, peut-être que cette possibilité-là s'écarterait, mais je pense que Renault ne va pas encore choisir son pilote rapidement. Je rappelle que j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 7 juillet, il est 14h36, mais vous ne la verrez que demain. La magie de l'internet ADSL. Sinon, du côté de Guanyu Zhou, dommage cette première course où il y a un problème mécanique, parce que sinon jusque-là tout se passait bien. Magnifique qualification, il colle 4 dixièmes et demi à tout le monde, ce qui dans une catégorie de formule monotype est assez extraordinaire quand même. Mais ensuite, problème mécanique en course 1, il finit 17ème parce qu'il a tenté de repartir et de voir si le problème avait été réglé. En course 2, 14ème. Pas un rythme exceptionnel, il faut le dire aussi. En course 2, c'est un peu comme Calum Elliott, il n'a pas réussi à trouver les ouvertures au moment où il le fallait pour dépasser. Il a été pas mal bloqué par exemple par Daruvala à un moment où il trouvait vraiment pas l'ouverture face à Daruvala. Il y a eu également une grosse bagarre face à Roy Nissany, le pilote israélien. Mais quand même, c'est quand même frustrant pour un pilote comme ça qui fait une pole de cette manière de n'avoir que les points de la pole position, et il prend déjà pas mal de retard sur son coéquipier Calum Elliott, qui est également un adversaire, même s'ils font partie de deux académies différentes, l'académie Renault pour Zhou, l'académie Ferrari pour Elliott. Et on termine ce débrief avec Mick Schumacher, le fils de Michael Schumacher, le cousin de David Schumacher, qui n'a pas non plus réalisé un très très bon week-end en F3. Du côté de Mick Schumacher, week-end pourtant qui semblait pas trop mal. Alors qualification où il s'en sort lors des dernières minutes de qualification avec un 5e temps, parce que sinon il avait plutôt des tours pas exceptionnels. En course, ça partait bien, il a fait un excellent départ en course 1, il se retrouve 3e dès le 2e virage quasiment, donc très très vite il est 3e, on sent qu'il prend le bon wagon, on sent qu'il est performant, et puis après, il y a un très bon rythme de course, il fait un bon arrêt au stand, voilà, ça se passe plutôt pas trop mal jusqu'à ce moment-là, il est 3e, en bagarre même un moment pour la 2e place, safety car, de redémarrage de la course, et là d'un coup je sais pas ce qui s'est produit là en tête de Mick Schumacher, mais je n'ai pas l'impression que ça soit un problème mécanique sur sa voiture.
ni un problème où il perd le contrôle de sa voiture, un problème d'adhérence. Il allait tout droit dans le bac à gravier. C'est-à-dire que vous avez ce fameux enchaînement gauche-droite sur le circuit de Spielberg, vous savez, cette chicane un petit peu rapide qu'on passe à fond. Eh bien, normalement, quand on perd la voiture à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'on la perd entre le gauche et le droite. C'est-à-dire souvent, l'arrière part et on est obligé d'ouvrir le volant. Mais là, il n'a même pas tenté de rentrer la voiture dans le gauche. C'est-à-dire qu'il est vraiment parti tout droit. Il a foncé dans le bac à gravier et puis ensuite, il est ressorti. Et là, pour moi, c'est une incompréhension parce que je ne sais pas comment on peut sortir de la route de cette manière dans ce virage-là. Donc, je ne sais pas comment il a réussi à faire ça, Mick Schumacher. Mais c'est quand même dommageable parce qu'ensuite, en course 2, il a quand même réussi à faire une belle remontée. C'est un pilote qui est connu pour être agressif dans son pilotage et dépasser un peu là où d'autres n'oseraient même pas s'aventurer. Malgré tout, du côté de Mick Schumacher, un week-end où on finit avec simplement 2 points, c'est ultra décevant. Et surtout, ça renforce un peu les inquiétudes sur son véritable potentiel aujourd'hui à Mick Schumacher, parce que c'est vrai que la saison dernière en F2 l'a pas mal égratigné en termes de réputation, Mick Schumacher, c'est-à-dire qu'il venait d'être champion de F3 Europe, Euro Series, même si c'était la dernière saison de la F3 Euro Series, on ne peut pas dire qu'il y avait énormément de concurrence face à lui, mais l'année dernière, il était vraiment peu performant, dominé même par son ancien équipier qui était Gu Manzu, alors qu'il l'avait fracassé en F3 Euro Series, dominé chez les jeunes même par Antoine Hubert. Donc ça avait été une saison très difficile pour Mick Schumacher, et on attend mieux de Mick Schumacher que 2 points par meeting, donc il va falloir un petit peu qu'il se sorte, comme on dit, les doigts du cul. On finit cette vidéo par le débrief des classements, je vous les affiche à l'écran comme d'habitude, et on commence par le classement pilote. On retrouve Callum Elliott en tête devant Robert Schwartzman, 4 points d'avance pour le pilote britannique, malgré une performance assez mauvaise en course 2 du côté de l'Autriche. On trouve ensuite la surprise un petit peu de cette premier meeting, c'est Felipe Drugovich. Puis Dan Teichum, le pilote Teichum, j'arrive toujours pas à dire son nom, le pilote britannique qui a fini 3ème de la course 2. Louis Deletra, Marcus Armstrong, Christian Lundgaard, Giuliano Alesi le français, Matsushita Zhu et Mick Schumacher 11ème. Autre nom assez connu, quand même Pedro Piquet qui finit 17ème, mais encore une fois un pilote qui n'a pas été très performant en F3 et GP3 et rarement performant en F2. Et puis n'oublions pas également la 21e place simplement de Luca Giotto qui a eu un week-end extrêmement difficile. On passe au classement par équipe tout de suite avec ART, l'équipe française qui a remporté l'année dernière le championnat avec Nick De Vries, mais qui avait fini loin derrière Dams au classement par équipe à cause un petit peu de Mazepin qui n'avait quasiment pas pris de points sur la saison. Donc ART mène avec 36 points. On retrouve ensuite Univers Tozzi 31 points, qui est maintenant à licence britannique, qui n'a plus une licence anglaise. Univers Tozzi, le week-end de Zhu leur coûte quand même pas mal de points. Puis on retrouve MP Motorsport, un peu surprenant, à la 3e place. Puis Prema, Dams, Charouz, BWT, Campos et Trident, Hightech et Carlin, quant à eux, n'ont pas marqué de points. Carlin qui devra avoir une saison un petit peu difficile, même s'ils ont 2 jeunes pilotes qui viennent du Red Bull Driver Development. Tsunoda et Daruvala se sont surtout fait remarquer en se rentrant dedans lors de la course 1 et en n'étant pas ultra performant et dans le mauvais coup dans la course 2. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas également à aller sur mon compte Twitter. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!